Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8 heures du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. Alors, on commence avec les nouvelles tout de suite. Tesla qui a vendu 75% de ses Bitcoins, donc pour un petit peu moins d'1 milliard de dollars sur le Q2 de l'année 2022. Ça sous-entend aussi que il y a toute une remise en cause des fondements d'Elon Musk, même si il y a une explication qui a été donnée et qui est tout à fait cohérente. C'est avec la crise réelle de fermeture et de lock-up de la Chine. En effet, il y allait avoir un besoin de liquidité parce que ça veut dire des problèmes d'approvisionnement, moins de ventes, moins de CA, donc moins de cash, donc forcément, il faut renforcer son cash au maximum pour pouvoir gérer. Donc en même temps, c'est logique. Il a annoncé que certainement ils allaient repasser sur un achat de Bitcoin, mais ils ont aussi précisé que le Bitcoin dans leur politique n'était que quelque chose de très partiel. Eux, leur véritable focus, c'est la création d'une énergie stable. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin. Bitcoin n'est juste qu'un petit élément qui traîne autour, et ils ont bien précisé ça. Et donc c'est important aussi de le garder en tête, je pense, pour la suite. Ça y est, Matic a fini le compte à rebours et nous a annoncé la sortie des ZK-EVM, en l'occurrence la première ZK-EVM sur Ethereum directement. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est une machine virtuelle qui permet de développer des applications en Solidity, donc globalement 95% des applications décentralisées qui existent actuellement sont codées sur des EVM. Donc ça veut dire que là, on pourra porter ces applications déjà définies sur l'EVM de Matic. Et c'est un ZK-EVM open source. Donc ça veut dire qu'on a accès à la totalité des sources. Donc c'est comme si on vous donnait les plans d'un jet privé avec tout ce qu'il y a besoin pour le construire, les ingénieurs, tout voilà. Vous avez tout, tout est là, tout est à dispo, à vous de faire. Et c'est vraiment impressionnant parce que ça sous-entend aussi que maintenant la notion de scalabilité est vraiment poussée à son extrême sur Ethereum. Donc Ethereum apporte la notion de sécurité. À côté, on a Matic qui apporte une notion de scalabilité et de faible coût avec le ZK Rollup. Le Zero Knowledge Proof est vraiment essentiel. On avait eu des tests avec Plonky 2 sur des finalités à 0,17 secondes. C'est instantané. Donc on est quand même sur un autre niveau. Alors peu de personnes peuvent comprendre réellement l'impact que ça a sur l'écosystème, mais quand on est un petit peu développeur ou qu'on a déjà développé sur du Web3, on sait vraiment l'impact que ça a. C'est juste conséquent, énorme. Alors, l'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les filles sur le ZKEVM ne seront pas payées en Matic, mais seront payées en Ether. Donc ça, c'est un gros point. Et c'est le même principe. Buy the rumor, sell the news. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on avait le countdown, c'était là où on avait une accélération de Matic. Une fois qu'on a eu le reveal, les gens ont pris leur profit, tout simplement. Donc ça ne servait à rien d'acheter le dernier jour pour espérer avoir un pump. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quelque chose qui est toujours comme ça sur les marchés et ça a toujours été. Donc il faut faire attention. Mais en tout cas, sur l'écosystème Matic, ça prouve à quel point Matic est un géant dans le domaine et est en train de s'imposer comme étant un des leaders, vraiment le fer de lance potentiel d'une évolution technologique de la blockchain et une évolution peut-être qui arrivera sur des use cases qui permettront d'avoir une démocratisation. Et ça, j'en suis sûr et certain, d'avoir une ZKEVM va entraîner d'avoir des applications avec une finalité quasiment instantanée, des coûts ridiculement faibles et donc des difficultés. Enfin, on va plus se retrouver sur des congestions comme on a pu avoir. Alors bien sûr, bien évidemment, il faut tester en réel, voir ce que ça donne, mais on devrait avoir quelque chose qui va permettre de régler quand même beaucoup, beaucoup de problématiques que l'on retrouve sur les blockchains. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle sur l'ensemble de l'écosystème. Par contre, dans les mauvaises nouvelles, nous avons la trading platform ZipMex qui a annoncé arrêter les retraits à cause justement des conditions de marché. Et là, c'est un peu le rappel de même dans une plateforme de trading ou dans un exchange, il faut faire vraiment très attention à leur liquidité parce que, on rappelle, si ce n'est pas ta clé, ce n'est pas tes crypto-monnaies. Donc forcément, c'est très compliqué quand on a l'ensemble
de ces cryptos qui sont dans un exchange, et donc à ce moment on peut se retrouver du jour au lendemain sans rien, et surtout sans alerte, hein. Vous n'avez pas accès au compte, vous ne pouvez pas vérifier l'état des finances, et donc vous pouvez être bloqué. Et d'ailleurs nous avons un deuxième qui a bloqué, alors qui n'est pas cette fois-ci une plateforme de trading et un exchange, mais qui est Skybridge, qui est un capital d'investissement risqué, qui met en pause aussi les retraits, parce qu'ils ont des difficultés de liquidité. Et enfin voilà, ça continue, donc c'est des petits acteurs, les gros acteurs sont déjà passés, là c'est les petits, mais je pense qu'on est vraiment sur une fin, là. On va avoir encore peut-être un ou deux cadavres du placard qui vont sortir, mais je pense qu'on est vraiment sur la fin. Et c'est positif en tout cas pour l'écosystème, parce que ça veut dire que on a purgé, voilà, on a purgé et vers la fin. Alors on continue dans les nouvelles avec la Russie qui va émettre son tout premier stablecoin qui est adossé au palladium, donc c'est-à-dire un métal, donc qui change vraiment avec l'idée de l'adosser à une monnaie fiat, donc à une monnaie dette. Donc c'est intéressant, il s'est allié en tout cas, enfin la Russie s'est alliée avec Atomize pour pouvoir le mettre en place, ce qui est une société russe et ce qui est logique, à voir ce que ça peut donner. Est-ce que ça passe vraiment? Est-ce que c'est peut-être une solution? Une crypto-monnaie adossée à l'or, chose qui, d'ailleurs, pour rappel, existe déjà. En tout cas, voilà. Nous continuons avec Protagonist, qui est une société cofondée, enfin en tout cas un capital cofondé par deux entrepreneurs qui sont d'ailleurs très très présents dans l'écosystème de Solana et qui ont lancé un fonds d'investissement de 100 millions de dollars pour soutenir tout projet Web3. Et étant vu leur proximité avec Solana, certainement ils vont favoriser les projets Web3 qui sont lancés sur la blockchain Solana, donc c'est positif. Même le crypto winter comme tout le monde l'appelle, oui, fait des cadavres, mais aussi donne l'émergence d'investissements massifs. On va terminer ces news avec la notion de l'inflation. L'Angleterre est passée de 9,1 à 9,4 en inflation, le Canada de 7,7 à 8,1, et nous avons aujourd'hui l'annonce des taux directeurs en Europe à 14h30, on n'oublie pas. Clairement, le marché l'a pricé. Alors, le pricing a été fait sur 0,25, mais je pense qu'on a un overpricing qui a été fait à 0,5, à voir. Et ce qui est important, c'est que derrière, nous allons avoir le 27,07, les taux de la Fed qui vont arriver aussi. C'est l'occasion de réfléchir au concept de l'inflation. Et c'est une vidéo que je vous proposerai samedi matin sur le BTC, et notamment la corrélation entre l'inflation et la place du BTC dans un monde d'hyperinflation, parce qu'il faut bien comprendre que la schématisation de l'inflation égale le mal est fausse. On présente souvent l'inflation comme étant quelque chose qui détériore. C'est un mécanisme de réajustement de l'économie, il faut le comprendre, il faut comprendre ce qu'est l'hyperinflation et quelle est vraiment la cause, tordre le cou vraiment à cette superstition qui est l'inflation égale la planche à billets, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a imprimé beaucoup d'argent donc on a de l'inflation. C'est pas aussi simple, c'est très loin d'être aussi simple. Juste pour vous donner une idée, la masse monétaire européenne, elle a été multipliée par plus de 10, et pourtant l'inflation en elle-même, durant cette période d'augmentation monétaire, a été que de 1, 2, 3%. Donc on a une augmentation de l'inflation qui est minime, qui n'est pas absolument pas proportionnelle à la planche à billets. Ce sont d'autres schématiques qui rentrent en compte. La planche à billets en est une, en effet, mais il n'y a pas que ça, et c'est très loin d'être le cas, et ce n'est pas que le Covid. Enfin voilà, on va aller un petit peu dans cette vidéo samedi sur un terrain pour essayer de bien comprendre ce qu'est l'inflation, comment se comporter aussi quand on va passer en hyperinflation, comment protéger ses assets, comment protéger aussi sa qualité de vie, parce que l'hyperinflation, ça a un impact réel sur la qualité de vie, et donc il faut comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir s'adapter, et c'est la vidéo que je vous proposerai donc samedi matin dessus, et donc on parlera aussi de la place du Bitcoin dessus. Petit rappel, le Discord est à disposition en commentaire et en description. C'est un endroit qui regroupe beaucoup d'informations, de discussions et d'événements pour s'intéresser à tout ce qui concerne la crypto-monnaie, l'investissement et le trading. Donc il ne faut pas hésiter à nous rejoindre. Tout est à dispo en commentaire et en description. Et je vous mets à la fin de cette vidéo une petite explication de ce qu'est réellement Discord et du type d'informations que vous pouvez trouver de façon à ce que vous fassiez une idée avant de nous rejoindre. Nous avons terminé les nouvelles, on attaque la partie technique. Petit rappel habituel de l'hypothèse que nous défendons depuis un certain temps.
Hypothèse héliotiste, vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Retracement de la 4 en A, B, C avec un B qui a fait une extension, C qui a fait une extension. Extension à 382, respect d'un ratio important au niveau de cette extension C. Nous sommes dans un schéma Wyckoffien, BC, AR, ST, SO. Donc nous sommes dans une réaccumulation étant donné que le ST a pris la liquidité du BC. Le SO a bien pris très profondément la liquidité de la R, donc nous sommes dans une réaccumulation forte. On n'oublie pas, réaccumulation, schéma Wyckoffien, qui a vocation à aller sur de la hausse, qui est très bullish, et qui a pour vocation justement de construire une phase de distribution supérieure, suivie d'une phase d'accumulation inférieure, pour pouvoir après repartir à la hausse. Donc on est sur quelque chose de très classique. Alors, est-ce que nous avons touché le bottom? J'ai déjà répondu à cette question-là, en tout cas sur mon avis, sur cette question sur les vidéos du samedi. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, on a un niveau important qui est les 14 500. Si jamais on braque les 14 500, on casse le top de la 1, donc ça veut dire qu'on invalide celle-ci, cette hypothèse, on part sur l'hypothèse que je vous ai déjà présentée, avec une finalité d'un cycle héliotiste qui se terminerait potentiellement dans les 14 500, 10 000 dans cette zone importante, avec notamment un order block qui se trouve ici. Alors, une fois que nous avons réfléchi ça sous-entend aussi que nous sommes dans une phase possiblement de redépart. Et donc on va zoomer sur cette partie-là. Cette partie-là, qui est cette chute très très forte, qui a été donnée notamment par la crise de liquidité et les liquidations de 3 ici, qui a été mise en place. Nous avons ici un SC qui s'est formé, donc Psi SC, donc c'est une climax pour SC, et donc on est bien sur une forme d'accumulation Wyckoffienne avec cette première information d'arrêt de tendance, l'arrêt réel de la tendance avec le signe climax, arrêt l'automatique rallye pour pouvoir retester la zone supérieure, et on fait un second arrêt test pour tester ici la zone basse, et on repart à la hausse, et surtout on n'oublie pas le principe d'une accumulation de Wyckoff, c'est de créer la liquidité. Qu'est-ce qu'on met en place? On met un canal ascendant sur lequel on crée la liquidité supérieure et inférieure, et ensuite on fait une accélération très forte avec un break du canal, donc création très forte des liquidités basses, hein. On n'oublie pas ce que je vous ai expliqué, c'est que durant toute cette accélération, on avait une condensation des longues à levier qui est en train de se faire, et au fur et à mesure qui commence à grimper, donc on a beaucoup de liquidités qui se trouvent dans cette zone-là pour favoriser un mouvement baissier, hein. On n'oublie pas aussi que, en plus des liquidités, on a aussi beaucoup d'order block, d'ordre dans l'order book, pardon, donc des ordres d'achat, donc qui vont rajouter une forme de résistance lorsque l'on va chuter, d'où l'intérêt de concentrer la liquidité pour pouvoir favoriser un mouvement baissier fort, ça généralement caractérisé par une forme de retest, voire une réintégration. Bon, là beaucoup de personnes pensent que nous sommes sur une forme de réintégration. Je considère que si on zoome un petit peu ce qui est en train de se passer, on va descendre 30 minutes, histoire de voir vraiment ce qui se passe ici. Donc nous avons bien break, fait un premier retest derrière, accélération avec un break haussier. Je vous avais dit que si on cassait là, potentiellement ça voulait dire qu'on allait avoir une accélération qui a été faite. On est allé chercher ici l'objectif suivant, le 382 à 24 300. On ne l'a pas atteint totalement, mais on a vraiment frôlé, on est à 78 quasiment. Et derrière, on a eu un décrochage avec un break of structure mineur qui s'est effectué. Premier très léger, un break of structure, et sur lequel on l'a revalidé avec la cassure de cette bougie ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous avons bien une continuité baissière qui peut être en train d'être mise en place, avec, hop, on va juste diminuer, cette première impulsion baissière qui nous a laissé une extension de Fibonacci. On voit qu'on est allé chercher l'objectif 1,1 de cette extension, et si on regarde cette impulsion baissière avec le retracement, pareil, nous sommes allés chercher ici le 1,1. Donc on a bien en fait une continuité baissière qui va être dans une temporisation de 1,1 a priori, sur lequel on va avoir des objectifs qui peuvent être effectués. Au niveau des retracements d'ailleurs, c'est très intéressant de voir ça. Comment on a retracé cette zone là? Si on regarde, tac, donc ce mouvement ici, on a retracé à 618. Ok. Le niveau suivant, on a retracé à combien? Déjà, à vue de nez, je vous dis que c'est pas 618, c'est certainement, voilà, le 886. Donc niveau aussi important qu'on met assez peu, parce que il est assez peu utilisé, mais pourtant est très important dans tout ce qui est héliotisme et aussi retracement Fibonacci. Donc je le mets, mais assez régulier, enfin assez peu,
mais il devrait être mis assez régulièrement. Et on voit qu'on a bien un respect ici des normes réelles de Fibonacci dans la construction de la cassure qui est en train de se faire. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que potentiellement on est en train de faire une réintégration. Est-ce qu'on a une validation? Est-ce qu'on a une validation de la réintégration? Clairement pour moi, pas encore. On est dans un retest. Il va falloir retester la partie supérieure, à savoir qu'on a un order block qui se situe ici au 618, sur lequel on pourrait retester pour pouvoir faire une continuité baissière. Et pour moi, à minima, il faudra aller chercher ici la liquidité des 21 500 et surtout le break-off structure du lower protégé qui a été fait lors de cette poussée qui est à 21 400, qui est ce lower qui se trouve ici, sur lequel on aura en effet une véritable validation. Pour moi, ce sera un break-off structure majeur qui validerait justement une continuité baissière réelle pour aller chercher potentiellement le bas ici de ce canal de liquidité et voir potentiellement faire le break qu'on attend depuis un certain temps pour casser les liquidités basses pour aller chercher le SC. Bon, néanmoins, vu la clôture de liquidité qu'on retrouve en dessous des 19 000, je pense, et même en dessous des 20 000, je pense qu'on aura beaucoup de résistance, alors que ce soit à travers les ordres de l'order book ou même les clusters de liquidation. Je pense que les deux vont se condenser, on risque d'avoir une forme de consolidation avant. Donc il va falloir surveiller justement cette partie. Bon, on n'y est pas encore, clairement, parce qu'il faut retester cette partie hausse avant de faire une continuité basse. En tout cas, c'est l'idée que j'ai, c'est l'order block que j'ai, sur lequel potentiellement on pourra avoir un sell à effectuer. Néanmoins, on pourrait très bien avoir une cassure ici, donc avoir un fake de réintégration pour squeezer, à savoir qu'on a un petit peu de création de liquidité, c'est pas encore extraordinaire sur le sud, mais on n'oublie pas qu'on a très peu d'ordre, hein, vraiment très peu d'ordre. Donc on a très peu de liquidité, ok. Donc ça veut dire qu'on a très peu d'ordre sur lequel on pourrait s'appuyer pour avoir une accélération haussière, mais aussi en même temps on a très peu d'ordre à fil, donc très peu d'ordre dans l'order book, donc très peu d'ordre d'achat, de vente, excusez-moi, qui sont là pour pouvoir contrebalancer le cours. Donc ça sous-entend que derrière on pourrait avoir un mouvement aussi assez rapide. Ce qui nous intéresse comme niveau, c'est ce niveau-là, c'est ce top-là qui a été pour l'instant considéré comme protégé, qui va être les 23 800, qui pour moi est un niveau important, potentiel. Si on break ça, ça veut dire que certainement on va aller casser les 24 260, 280 quasiment pour aller chercher un niveau supérieur et potentiellement s'envoler jusqu'au 26 000. Hein, d'accord. Donc là, on a toujours cette schématique là. Donc on est dans une zone importante. On est dans une zone réellement importante sur laquelle on va avoir ici une peur réelle. Quand on voit une bougie comme ça, c'est un cluster de liquidation qui s'est effectué sur les personnes qui sont reparties à la hausse. Et donc là, on a une peur réelle, je pense, de notre intégration qui est en train de se mettre en place, sur lequel on risque d'avoir une accélération baissière. Dans tous les cas, ce que l'on attend avant de pouvoir se replacer, c'est un break-off structure et un retest pour pouvoir se faire. Break-off structure qui peut être effectué sur un break-off structure mineur, hop, retest ici, continuité baissière, break-off structure majeur ici, retest potentiel ici pour pouvoir faire une continuité baissière. C'est principalement sur les retests qu'on va rentrer, parce que c'est des zones intéressantes. Il faut attendre les confirmations. Si jamais on n'est pas hedgé, il ne faut pas rentrer de façon agressive si on n'a pas l'habitude. Bien sûr, ceux qui ont l'habitude sont déjà hedgés et n'écoutent pas forcément ce que j'ai à dire, et ce qui est classique. Hein. On voit qu'on a bien une validation ici d'une divergence baissière qui a été validée par la cassure de break-off structure mineure. On voit bien que là, on se retrouve sur quelque chose qui est quand même très agressif en termes de momentum, et on a ici une divergence qui est en train de se mettre en place, qui est plutôt bullish structurellement, mais qui n'est pas terminé, donc on en reparlera certainement dans une autre quotidienne une fois que ça aura pris le temps. On va regarder l'order flow. Alors, l'order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est que on commence à avoir une prise de profit. D'accord, donc accélération haussière. On a eu ici une diminution, pas d'augmentation réelle des top traders au niveau du volume. Par contre, on a une petite courbe de descente sur une accélération haussière. Donc on a, ça je l'ai posté sur le Discord, sur la partie premium, sur lequel on avait une mise en place d'une divergence qui était en train de se faire entre la diminution des long short position ratio et derrière, pareil, sur l'ensemble des comptes, une diminution de l'open interest alors qu'on avait une augmentation du cours. Ça veut dire qu'on avait un étiolement et potentiellement un break-off structure en venir. Bon, on a eu un break-off structure. Là, ce que l'on va attendre, c'est vraiment le retest et une confirmation aussi de l'order flow. Pour l'instant, c'est un petit peu timide. Moi, ce que j'attendrais, c'est sur le retest, potentiellement, ici, avoir vraiment une cassure et descendre au moins à ce niveau-là, aller checker cette partie basse pour se dire que potentiellement, toutes ces parties-là a pris ses profits et derrière redescend. On est toujours
ultra leveragé, donc on a beaucoup de leviers, et ces leviers nous posent problème. Très clairement, si on n'était pas autant leveragé, on pourrait dire qu'on partirait à la hausse. Bah, là, malheureusement, c'est vrai qu'on est sur quelque chose qui est quand même ultra leveragé, et quand c'est comme ça, le marché a tendance à faire une purge avant de partir, pour être sûr de ne pas partir avec trop de leviers, et donc ça veut dire trop saturé, ça veut dire trop sur le futur, trop sur du perpétuel, pas assez sur du spot. Un bon mouvement haussier bull run, c'est aussi et surtout porté par du spot, parce que c'est de l'achat réel, ce n'est pas du contractuel, ce n'est pas du perpétuel. Le perpétuel, on n'oublie pas, c'est les futurs. Les futurs, c'est quoi? C'est un contrat qui représente un BTC, mais ce n'est pas un BTC, contrairement au spot où on possède la crypto. Bah, le perpétuel, on a tout simplement un bout de papier marqué BTC, par exemple. Donc ça ne sert pas à grand chose, ce n'est pas quelque chose qui est sur du long terme, c'est quelque chose qui doit être clôturé à un moment donné, alors que le spot, c'est toujours, enfin en tout cas, il n'y a pas de finalité. Alors, on avance avec le Nasdaq qui continue à performer, hein. Donc on voit bien là, qu'on a une forme de décorrélation, avec un retest baissier qui est en train de se faire, qu'on ressent quand même moins sur le Nasdaq, avec quelque chose qui est vraiment agressif. On voit qu'on est en train de traverser tranquillement sur le Kumo, on n'oublie pas que le important niveau du Kumo sera ici les 12 600, sur lequel on a un gros aplat, où on pourrait break ici, qui validerait potentiellement, je pense, une accélération haussière pour aller chercher les 13 000 et faire potentiellement ici un break-off structure de cette zone-là. Clairement, ici, nous avons fait le break-off structure d'une accélération haussière, donc on est en train d'aller retester des zones supérieures, potentiellement 786 à 12 500. On n'a pas encore checké à voir quelle va être la réaction du cours. Je pense qu'on va être rejeté. Potentiellement, on va faire un retest, quelque chose qui est très souvent fait par le Nasdaq, au moins 2 retests, ce qui pourrait nous amener dans cette zone-là avant de pouvoir retester ici et franchir le Kumo pour aller chercher au niveau supérieur. Ça me semblerait logique dans une mise en place. Est-ce que, par contre, on considère que on pourrait avoir un rejet très fort ici pour une continuité baissière? Alors, oui, c'est probable parce qu'on a dans tous les cas cet objectif à 10 500, hein, qu'on n'oublie pas, qui est le retracement 618 plus 382 et une confirmation derrière de la prise de liquidité qui a été laissée par ce bottom qui a été mis en place et cette accélération haussière, là, et cette compression du cours et des liquidités avec le breakout haussier. Donc c'est-à-dire qu'on a beaucoup de liquidités qui attendent ici, hein, d'accord? Donc là, on pourrait très bien avoir une continuité baissière sur un break. Bon, il est évident que si on fait un break-off structure ici, des 12 000, enfin des 13 000, pardon, c'est très positif, ça veut dire qu'on va aller chercher quelque chose de enfin une target en tout cas beaucoup plus haute, qui sera les 13 500, et donc là on aurait vraiment un véritable rebond des indices. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré l'augmentation de la totalité des inflations qui sont effectuées, on note que les marchés réagissent positivement. Ça veut dire quoi? C'est ce que je vous expliquais la dernière fois. Ça veut dire que le pricing a été fait juste. C'est-à-dire que le marché, durant toute cette chute, a déjà pricé et anticipé l'inflation, et certainement une partie de récession. Donc, il est possible que si on n'a pas d'informations non pricées, ou en tout cas si on a une chute maintenant, ce sera certainement un pricing de quelque chose qui arrivera par la suite, pour nous amener à 10 500. Par contre, là, le marché est en train de nous mettre en place quand même une schématique de retournement, qui pourrait être un piège, oui, mais je pense que le piège se fera notamment sur le breakout ici. On pourrait avoir un fake out qui n'est pas forcément ici. Là, on peut avoir simplement un rebond technique sur 786 points de continuité, ce qui serait logique. Mais si jamais on break le 786, en effet, le test du break-off structure pourrait réellement être un signe de retour haussier pour en tout cas une période réelle. Parce que si on passe, là on est en daily, mais si on passe ici en hebdomadaire, on va voir que là, on est quand même, enfin voilà, le break-off structure réel en hebdomadaire, il n'est pas à 13 500. Il n'est pas ici, il n'est pas à 12 500 là, il est très haut, il est ici, il se trouve là, il est au-dessus des 15 000. Au-dessus des 15 000, on a un equal high qui nous attend. Bon, voilà, ça c'est le niveau vraiment important du Nasdaq, hein. En dessous, on est toujours en continuité baissière, c'est juste un rebond technique. On n'oublie pas, on avait 3 belles bougies ici, on pourra très bien faire 3 belles bougies ici, nous amener sur les 13 500, être rejeté sur ce break-off structure et faire une continuité baissière très forte jusqu'aux 10 500. Donc ça, voilà, il ne faut pas oublier la vision hebdomadaire, la vision macro, long terme, sur lequel on voit qu'en effet on est toujours en correction, mais on est quand même sur une tendance de correction bullish sur lequel on va aller chercher, je pense, un petit peu des objectifs avant de faire une continuité baissière.
Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain, le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite, tu as la partie communautaire avec nos signaux, bien évidemment. Et ensuite, les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus. Tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.